commencer par te présenter un petit peu, si tu veux bien, parce qu'il y a des éléments autobiographiques qui sont très importants pour comprendre ton œuvre. D'abord, tu es né en 1980 à Clermont-Ferrand. Tu me diras à chaque fois si je me trompe. Tu es né, et c'est important de le noter, de Martine et de Claude. Alors, j'insiste un petit peu sur ce point parce qu'il y a un arbre généalogique qui vous sera très utile pour le comprendre. Moi, j'ai même mis un petit peu de stabilo à certains moments pour bien comprendre. Et effectivement, Martine et Claude vont être là, et, comme tes parents, et on va explorer dans ce roman la partie maternelle. J'y reviendrai, donc la partie de Martine. Tu as fait des études brillantes. Tu es normalien, agrégé, enfin de Normal Sup, hein, carrément. Donc vraiment des études de lettres et une passion pour le théâtre que tu nous permets de partager. Voilà, avec le lycée, vos très beaux mots l'ont dit. Tu as écrit, donc, c'est en 2018, excuse-moi, j'ai oublié de te demander, c'est 2021, pardon, n'importe quoi. En 2021, tu as écrit ton premier texte, on va l'appeler comme ça, parce que le statut, est-ce que c'est un roman, on va l'appeler texte, tout simplement, puisque le genre est compliqué, qui s'appelle « Ton pays sera mon pays », donc un très très beau titre qui cherchait à explorer non seulement la mémoire, mais la mémoire de l'exil en particulier, puisque ça explorait ton départ de France, de Lyon, dont on va parler, et ton installation au Québec, et ce statut d'être un petit peu entre deux pays. C'était un très très beau texte que j'avais adoré, je pense qu'il faut vous le procurer, parce que vraiment, pour tous les gens qui sont un petit peu comme ça, exilés, entre guillemets, ça permet de mettre des mots sur beaucoup d'expériences, et ton livre a vraiment une profondeur et une finesse, déjà, qu'il faudrait souligner. Peut-être dire que tu es arrivé à Marie-de-France en 2019 et que tu t'es immédiatement extrêmement bien intégré, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'équipe, hein, on peut le dire. Tu nous as montré énormément de la voix, hein, on peut dire. Et tu t'es intégré aussi à l'équipe de théâtre en particulier, puisque chaque année, maintenant, tu produis des pièces de théâtre. On va à New York ensemble, tu fais des choses extraordinaires. Je ne reviendrai pas sur ce que M. Lux a dit, mais on le pense absolument tous. La colline qui travaille, c'est ta deuxième œuvre, ton deuxième texte, qui va avoir exactement la même problématique de genre. Est-ce que c'est un texte autobiographique? Tu nous le diras tout à l'heure, hein, pas plus que ça, qui est publié aussi chez le MEAC cette année. Et cette fois-ci, on va continuer l'œuvre d'exploration, mais non pas entre deux pays, mais vraiment centrée sur la ville de Lyon et sur ta famille, comme je l'ai dit, sur la lignée maternelle, en particulier en te centrant sur tes grands-parents, Alice et René en particulier, et toute cette ramification. Je vous rappelle donc la présence d'un arbre généalogique extrêmement utile. Alors, je vais commencer un tout petit peu mes questions, si tu veux bien, et je pense d'abord qu'il faut commencer par expliquer ce titre, La colline qui travaille. Pour les gens qui ne sont pas familiers de Lyon, je pense que c'est important que tu nous dises un petit peu à quoi ça correspond. Oui, là, effectivement, c'est un titre qui sera peut-être transparent pour beaucoup de Français, de gens qui sont proches de la région de Lyon, mais c'est tout simplement une expression assez courante pour désigner à Lyon une des deux collines, donc la colline qui travaille de la Croix-Rousse, qui est la colline où vivaient les ouvriers à l'époque des canuts. Donc les canuts, c'est des tisserands de la soie qui en fait avaient des métiers à domicile. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, hein, principalement, on a construit ces grands immeubles typiques de la Croix-Rousse, dont les plafonds sont à peu près à 3 mètres de hauteur, pour pouvoir faire rentrer les métiers jacquards, parce qu'ils avaient des métiers à domicile, ce qui fait que la Croix-Rousse a vraiment une identité, a eu très longtemps une identité ouvrière très forte, et que c'est un quartier qui est vraiment chargé d'histoire et intéressant pour ça. Même si, fin du XXe siècle, début du XXIe, c'est tout à fait autre chose, mais peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'évoquer ça. On aura l'occasion parce que c'est vraiment autour de ta grand-mère Alice, qui est elle-même tisserande et qui a vraiment ce parcours d'ouvrière du textile, et que tu racontes, l'évocation que tu viens de faire des métiers à tisser, mais aussi des plafonds très hauts, des appartements, etc., font partie vraiment des choses dont tu parles dans le livre. Moi, j'ai envie de parler un petit peu aussi de la structure du roman. J'aimerais que tu l'éclaires un tout petit peu. Il m'a semblé, et peut-être me suis-je trompée, qu'il y avait vraiment cet aspect de feuilleter un album de photos.
J'aimerais savoir si je me suis trompée, parce que je pense que tu es partie de photos à certains moments, et comment se déroule la structure, à part l'arbre généalogique, les photos, quel a été ton fil pour ce roman? Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais voilà, comme prof de français, moi j'essaye de ne pas trop réfléchir quand j'écris, parce que si je me mets à réfléchir et à me dire, oulala, est-ce que la structure est bonne, est-ce que ça fonctionne, j'écris pas. Donc d'abord j'écris sans y penser, sans penser au livre achevé, parce que c'est trop intimidant. Donc j'écris beaucoup par fragments. Puis c'est aussi le temps, enfin la façon dont j'écris qui fait que j'écris pas tous les jours évidemment. Donc j'écris beaucoup par fragments. Et puis j'ai toujours un problème, c'était la même chose pour le premier, c'est qu'à un moment j'ai plein de fragments et ça fonctionne pas, la structure fonctionne pas. Et en fait c'est beaucoup mon éditeur qui m'a aidé à régler ce problème, justement en m'incitant à repartir du matériau. En me disant, en fait Philippe, ce qu'on veut nous c'est te voir aux prises avec les documents que tu as, donc les photos. Il y a un journal de guerre aussi d'un arrière-grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Enfin, voilà, donc j'ai la chance d'avoir une famille qui est assez conservatrice du point de vue des documents. Et donc j'ai eu accès à pas mal de choses. Et donc il y a eu ça là, comme principe directeur, effectivement. Donc tu as raison, hein, je vais le reprendre, cette image de l'album photo, c'est une belle idée. Il y avait ça. Et puis il y a aussi le souci quand même que malgré tout ça s'enchaîne, parce que si j'ai un tout petit peu réussi mon coup, normalement vous ne devez pas avoir le sentiment de lire un recueil de nouvelles, vous devez avoir le sentiment de passer d'un chapitre à l'autre, un peu comme dans un roman, parce qu'en fait, du point de vue chronologique, à un moment ça finit par décoller et par devenir une histoire pas linéaire, mais qui nous fait remonter des années 1870 jusqu'aux années 2020, depuis 23. Oui, alors rassure-toi, ça se sent très très bien. Il y a vraiment une unité qui est dans ton texte, qui fait texte, enfin, qui n'est pas un recueil de fragments. Sois rassuré. J'avais une autre question qui était sur la ville de Lyon elle-même, dont on sent qu'elle est un peu le personnage principal de ton texte et qu'elle va incarner différentes époques, elle va s'incarner dans différentes époques. Moi j'ai repéré évidemment les canuts, l'épopée textile de Lyon, mais on va revenir aussi sur les oppositions de classe qui sont très importantes. Aussi la résistance, évidemment, on connaît tous ce passage-là. Et puis, tu évoques aussi, ça m'a fait très plaisir, la poésie à Lyon. Lyon est une ville de poésie. On va avoir toute l'école de Lyon qui est assez méconnue maintenant, puisque au XVIe siècle, on retient plutôt Ronsard, etc. Mais que ce soit Maurice Sèvres, Louise Labbé, Olivier de Magny, etc. Je ne parle pas de Bernard Duguay, bref, tous ces gens-là. Sont lyonnais aussi. Alors j'avais une question très simple pour toi. Qu'est-ce que représente Lyon pour toi? Je dirais que c'est essentiellement une ville de contradiction. C'est-à-dire que donc tu parlais de la résistance, donc il y a ça à Lyon, mais c'est aussi une ville où il y a énormément de réseaux d'extrême droite. Donc du point de vue politique, on a vraiment les extrêmes qui se côtoient. Il y a à la fois l'extrême beauté des traces de la Renaissance et du Moyen-Âge à Lyon, enfin surtout la Renaissance en fait, et notamment la Renaissance qui donne un air très italien à Lyon avec ses cours intérieures, etc. Donc c'est très beau. Et en même temps, c'est une ville qui a aussi sa laideur, parce qu'il y a eu un maire de mémoire un petit peu, Louis Pradel, voilà, qui voulait faire de Lyon, je cite, le Los Angeles de la France, avec de grandes autoroutes qui traversaient la ville. Donc heureusement, il a été arrêté en partie dans son entreprise, mais il a quand même créé le fameux échangeur où tout le monde se retrouve dans des bouchons l'été, qui fait que les gens détestent Lyon quand ils ne connaissent pas la ville, parce que c'est le nom d'un bouchon en fait, en général, un bouchon de voiture, pas restaurant. Voilà. Précise pour Lyon. Et en fait, même la Croix-Rousse, qui est aujourd'hui un quartier extrêmement prisé, c'est-à-dire que voilà, pour les gens qui connaissent un peu Lyon, avoir un appartement à la Croix-Rousse, c'est chic, c'est cher, c'est beau, voilà, parce que justement, ces appartements avec des grands plafonds sont magnifiques, avec la fenestration qu'ils offrent. Moi, ce que j'ai connu dans les années 80, donc la Croix-Rousse de mes grands-parents, c'était un quartier qui était assez délabré, qui était assez insalubre, assez sale, assez gris, du point de vue social qui était pas du tout comme on le connaît maintenant. Et donc moi j'en ai un souvenir grisâtre de la Croix-Rousse, et en même temps j'adorais ce quartier parce que c'était le quartier de mes grands-parents, mais voilà, eux-mêmes avaient un rapport très ambivalent, c'est qu'ils ne voulaient pas en partir. Ils ont essayé pendant 3 ans et puis ils sont revenus. Voilà. Pour eux, voilà, les appartements canuts avec les 3 mètres de plafond, c'était surtout un problème de chauffage. Ça leur coûtait un prix énorme, ils mettaient des faux plafonds horribles pour baisser le plafond, enfin voilà, ils mettaient du linoléum sur les parquets, donc ils n'avaient pas ce rapport-là du tout au patrimoine.
Mais par contre, ils avaient quand même ce lien avec l'esprit des canuts, parce que ce que j'évoque un peu dans mon livre, donc d'un côté j'avais une grand-mère qui était tisseuse, mais plus en atelier, voilà, et de l'autre un grand-père qui était typographe linotypiste, donc il mettait en scène, mettait en page les journaux du soir, puis du matin, et lui était très syndicaliste, très militant, très engagé. C'est René. Voilà, René, donc là pour lui l'esprit des canuts c'était quelque chose qui était vivant, là, dont il entretenait la mémoire très fort. Par sa mauvaise humeur et son côté un peu irréductible aussi. Voilà. Dans le texte, tu évoques aussi la naissance d'un troisième pôle, beaucoup plus populaire cette fois-ci, puisque Fourvière et la Croix-Rousse se sont gentrifiés en fait, hein, et un troisième pôle beaucoup plus... Voilà. Alors, la colline de la Duchère, en fait. Alors, Duchère, et ça, je le dis pas dans le livre, mais comme on est entre profs et profs, parents, élèves, en fait, c'est là que j'ai commencé à enseigner. Je le dis pas là, mais mon premier poste, mon stage, c'était au lycée de la Duchère. Et très honnêtement, quand j'ai reçu la lettre qui me l'annonçait, j'étais pas content du tout parce que c'est un quartier où il y a eu des émeutes dans les années 90, donc c'est qu'il y avait la réputation d'être un quartier violent, voilà, pas facile et tout. Alors, en fait, le lycée marchait très bien parce qu'il était... Pourquoi je raconte ça? Bref, il était sur 3 zones, donc il y avait une partie banlieue, une partie zone pavillonnaire et une partie plus bourgeoise en fait, donc ça marchait très bien. Bref, donc j'étais très heureux à la Duchère, il n'y a pas eu de problème, mais à l'époque j'ai découvert l'histoire de ce quartier, donc qui est vraiment un quartier qu'on a construit très vite au moment de la reconstruction de la France, donc années 50-60, avec ces fameuses architectures brutalistes qu'on connaît, c'est-à-dire une grande tour de, je sais plus, bref, des dizaines d'étages, des grandes barres un peu staliniennes, qui d'ailleurs maintenant ont été explosées, là qu'on a fait exploser il y a quelques années. Et ce qui était frappant à l'époque, et en fait je ne me rendais pas forcément compte quand j'étais prof stagiaire, c'est que pour aller à la Duchère, qui en fait est très près de Lyon, ça prend du temps en transport en commun, c'est très long, parce qu'il y a juste des bus qui s'y rendent, le métro s'y rend pas, et il y a une espèce de ceinture de verdure autour, parce qu'à l'époque, le fameux Louis Pradel, toujours lui, quand il a construit le quartier, l'idée c'était vraiment, bon, on va y mettre des ouvriers qui viennent construire la France, etc., mais on va faire une barrière un peu, une sorte de cordon sanitaire qui va le séparer du reste de Lyon. Donc, quand on dit Lyon, la colline qui travaille, la colline qui prie, la Croix-Rousse, la Duchère, la Croix-Rousse Fourvière, il y a aussi la Duchère en fait qui rentre dans le tableau et qui est aussi un quartier présent dans mon histoire, mais pas seulement. Tu as parlé beaucoup de Lyon comme un terme d'opposition, de contraste, et je voulais juste souligner le fait que tu commences un petit peu ton texte avec l'opposition entre tes deux grands-mères, avec Alice, donc qui est vraiment au centre du texte, j'arrête de dire un mot, mais voilà, et ton autre grand-mère, Jeanne, qui vient d'un autre, qui est du côté de ton père cette fois-ci, et qui est d'un autre milieu social. Et on a vraiment l'impression qu'à l'intérieur de ta famille se rejouent des antagonismes importants avec ce personnage, notamment de ta grand-mère. Alice, qui a l'air d'avoir énormément de personnalité et beaucoup de bouconnerie en fait. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un peu ce qui a motivé l'écriture au départ, parce qu'évidemment, raconter la vie de ma famille, ça n'intéresse pas forcément des lecteurs en dehors de ma famille à moi justement. Donc vraiment ce qui m'a poussé à écrire au départ, c'est l'idée que cette famille dont je suis issu est une famille en 2 morceaux. Donc il y a vraiment cette partie ouvrière que j'évoquais, puis du côté de mon père, c'est une famille bourgeoise mais issue de la paysannerie. Mais bon, bourgeoise très catholique, donc assez conservatrice, liée à la terre, hein, beaucoup. Et de l'autre côté, cette famille ouvrière, et c'est vrai que moi, toute mon enfance, j'ai vu mes 2 grands-mères se côtoyer et se détester cordialement, à la fois pour des raisons, je pense, de caractère, bien sûr, mais pour des raisons sociales. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait quand même là-dedans quelque chose à explorer, parce que dans beaucoup de récits que je lisais, j'ai beaucoup lu de parcours de gens qui sont transclasses, donc qui vont raconter comment ils passent d'un milieu populaire ou ouvrier à la bourgeoisie. L'inverse est plus rarement raconté, mais moi je me sentais vraiment entre deux et j'avais le sentiment que ça avait pas, je n'avais pas encore lu cette histoire-là, peut-être que j'ai pas lu assez, hein. Mais bon bref, voilà. Et en fait au départ le livre était en 2 parties, c'est qu'il y avait vraiment une partie Lyon et une partie la campagne, et puis je me suis mis à avoir 400 pages de texte et je me suis dit non, le MEAC ne va jamais publier 400 pages de Philippe Bonnevie. Et donc j'en ai parlé à mon éditeur qui m'a dit non mais un livre, il faut que c'est l'unité. En fait, c'est lui qui m'a dit, ton livre, c'est Lyon, ta mère et ce milieu ouvrier qu'il faut explorer jusqu'au bout. Et ça vaut la peine d'essayer d'en faire un livre en soi.